Le Bénin accueille depuis ce matin la 25e conférence régionale africaine d'Interpol, un rassemblement international des polices qui va forger à Cotonou des réponses adaptées aux défis sécuritaires. Gaston Kossi-Dossoui chez les semenciers, paysans et éleveurs. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche fait sa campagne agricole. Le technicien agricole national veille aux plus belles moissons. 10e atelier thématique du réseau francophone des régulateurs de l'énergie à Cotonou pour une meilleure coopération énergétique bien régulée au service des besoins de développement. Défi à relever. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Après le Rwanda en 2019, Cotonou accueille depuis ce matin la 25e conférence régionale africaine d'Interpol. Il est attendu de cette réunion internationale des polices au Bénin des réponses efficaces aux défis sécuritaires adaptés aux pays sous menace terroriste notamment. Synthèse de la cérémonie d'ouverture avec Jean-Claude James. 250 délégués environ, venus de presque tout le continent, ont répondu à l'appel de cette 25e conférence régionale africaine d'Interpol, organisation internationale de la police criminelle. Une occasion d'échange pour une synergie d'action. Au cœur des débats, les menaces sécuritaires. Conformément au mandat des conférences régionales adoptées par l'Assemblée générale d'Interpol en 2004, il est attendu de vous, au cours des présentes assises, de mettre en évidence les problèmes de criminalité spécifiques et concrets dépassant les frontières nationales qui se posent dans la région, qu'ils soient de nature opérationnelle, stratégique ou politique, nécessitant une action ou des solutions à un niveau institutionnel. Élaborer et adopter un plan d'action régional et ou des programmes d'action correspondant aux priorités et menaces criminelles de la région. Proposer des solutions sur mesure aux défis criminels et problèmes se posant dans la région et obtenir l'engagement de tous les pays membres à coopérer pour combattre efficacement la criminalité transnationale organisée dans toutes ses dimensions. Les fruits des 24 heures de réflexion seront présentés sous forme de recommandations qui doivent contribuer au renforcement de la paix et de la sécurité, gage du développement de l'Afrique. UK Export Finance, agence britannique de crédit à l'exportation qui flaire au Bénin des opportunités d'investissement, notamment à travers les projets fortement capitalistiques du gouvernement à fort impact économique. Le directeur exécutif de l'agence UK Export Finance a échangé à ce sujet avec des cadres béninois en charge des grands projets et visité le chantier de la cité ministérielle. Louis Taylor est au micro de Marcel Arossi et d'Igor Ayoso. Nous sommes arrivés au Bénin pour faire part au gouvernement de notre volonté de l'aider à réaliser la plupart de ses projets à grand impact en termes de développement. Ce qui nous a réjouis dans le discours du gouvernement, c'est la clarté de son plan d'action avec des priorités. Parfois, vous allez ailleurs et les priorités ne sont pas clairement définies, mais ici, tout est décliné sans confusion et de façon pratique. Et c'est ce qui est impressionnant concernant ce gouvernement. Nous avons la volonté d'étudier les projets sur l'étendue du territoire qui sont au cœur des priorités du gouvernement, mais qui peuvent aussi booster le développement du secteur privé. De son côté, Abdoulaye Biotchani fait le tour du propriétaire du chantier des logements sociaux. Le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale est allé constater l'évolution des travaux. Au terme de la visite guidée, le ministre d'État se dit satisfait. Le reportage de Ricardo Loïc-Pekou et de Bruno Roteko en fait foi. Des logements de différents types en construction sur ce domaine de 235 hectares. Nous sommes dans la cité de Weddo, commune d'Abomey-Calavi. C'est l'un des plus grands chantiers inscrits au programme d'action du gouvernement. C'est avec plaisir que je découvre le formidable travail qui a été fait. Je veux féliciter toutes les équipes, les entreprises qui travaillent ici, l'architecte,
et surtout le directeur général de la CIMO, M. Oussou, Achille. C'est un gros travail, des investissements importants. Aujourd'hui, il y a pour près de 250 milliards d'investissements sur ce chantier. C'est beaucoup d'emplois. Il y a plus de 3500 personnes qui travaillent tous les jours ici. C'est impressionnant. Et donc, vous voyez très bien qu'il y a du travail, il y a des investissements, il y a des revenus qui sont distribués tous les jours ici. Au cours de la visite guidée, Moïse Achille Oussou, directeur de la CIMO, société en charge des travaux, a insisté sur la qualité des bâtiments, de quoi rassurer le ministre d'État. Ce programme est conçu et financé entièrement par l'État, ce qui permet derrière d'adopter aussi cette autre caractéristique du projet qui est comment les bénéficiaires vont en bénéficier. L'État va assumer l'essentiel des charges puisque les bénéficiaires vont entrer et loger directement dans leurs appartements, dans leurs villas, sans avoir déposé éventuellement des dépôts de garantie comme on le fait souvent dans d'autres pays. Les premiers bâtiments sont déjà sortis de terre et n'attendent que d'être habités. Autre ministre, autre terrain d'action, Gaston Dossoui, lui, fait sa tournée nationale des champs et élevage. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche veille au bon déroulement de la campagne agricole en cours. À l'étape du Zou, sur les pistes agricoles, derrière Gaston Dossoui, dans les contrées de Didier de Kmamouyan, nos reporters Ghislain Poguet et Rosemont Tchapin. De ferme en ferme, de champ en champ, Gaston Dossoui. Il rencontre agriculteurs et producteurs, discute, conseille, sensibilise. Premier objectif de cette sortie, le suivi de cette campagne agricole qui a commencé, le niveau de réalisation, les assurances pour faire mieux que le passé et mettre en place les facteurs de production pour booster l'agriculture. C'est de s'assurer que la disponibilité des facteurs de production est effective. Il suffit pour le paysan de donner 100 francs pour avoir un plant d'anacardier, alors que cet anacardier coûte 600 francs. L'éternelle question des conflits entre agriculteurs et éleveurs est revenue au menu. La question de gestion de pâturage, la production fourragère et surtout le climat entre agriculteurs et éleveurs. Comment l'apaiser? À Djidja, c'est une ferme agro-pastorale de 60 hectares qui est visitée. Des problèmes posés, des solutions trouvées, champs et bergeries visités. À Kmamouyan, même scénario, même message. Par rapport à la question de la sécurisation des espaces de production agricole, moi je suis content d'être rassuré que c'est une préoccupation du gouvernement. Le ministre Andragog, par ailleurs, a su choisir la bonne approche. On est venu dans une exploitation agricole. Cela valorise déjà le producteur. À Ouessé, une superficie de 100 hectares est exploitée par 2 frères jumeaux. Mes conseils, surtout à eux, c'est de chercher à essoucher d'abord les endroits cultivés depuis quelques années pour faciliter la traction motorisée. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se rendra dans le département du Borgou pour le même exercice. On va justement retrouver le ministre Gaston Dossoui plus près aux côtés des semenciers et des éleveurs. Le ministre en charge de l'agriculture est allé s'enquérir d'abord de la disponibilité des semences et des engrais déployés par le gouvernement, mais pas seulement. Sur les itinéraires champêtres des troupeaux, le ministre Dossoui ne manque de jauger l'état de cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Gaston Dossoui n'arrête pas de sensibiliser et de rassurer sur les efforts du gouvernement destinés à endiguer les conflits agro-pastoraux. Ghislain Poguet, Rosemont Tchapin pour les explications. À Lafiavo, dans le département du Borgou, ici c'est une ferme semencière mise en place par l'État. 406 hectares pour produire des semences de base. Nous recevons des semences de pré-base que nous installons et nous respectons l'itinéraire technique recommandé avec les dispositions réglementaires en matière de production de semences pour avoir ce matériel performant que les producteurs de nos communes, de nos arrondissements, de nos villages puissent utiliser pour produire des semences certifiées, que les producteurs ordinaires
seront utilisés pour faire la production de masse. La séance avec les producteurs et les éleveurs a tourné autour de 3 points essentiels. La campagne agricole en cours, la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs nomades et l'intensification de la production agricole. C'est une fausse alerte que même des paysans semenciers soient victimes de l'intoxication qu'il n'aura pas d'engrais sur les vivriers. La rumeur dit qu'il n'y a pas de semences sur les vivriers et les semenciers même ont peur de venir chercher la semence de base. Ce n'est pas juste. Il y a bel et bien de l'engrais pour les vivriers. Nous avons beaucoup plus d'engrais qu'il ne le faut pour le coton. Ici, sur cette ferme pastorale, le patrimoine de l'État, le ministre en charge de l'élevage lance la campagne de vaccination contre la pasteurose avant d'aller à la rencontre des éleveurs. Actuellement, nous sommes en édition juillet. Et cette vaccination se fait seulement contre la pasteurose. Quand on a fait faute et que vous-même vous voulez vous rendre justice en attaquant les bêtes, c'est aussi des fautes. J'expose ça pour que chacun de nous se situe, afin d'avoir un comportement conciliant et que les contradictions soient réglées entre nous, calmement. Ici, on fait de l'insémination artificielle. On croise les races pour avoir les meilleurs rendements possibles en lait, en viande. À quelques encablures d'ici, le ministre rencontre les cadres de la mission chinoise qui travaillent au Bénin sur l'amélioration de la culture du coton. On a parlé mécanisation agricole et formation. Parlons à présent de cohabitation à grande échelle avec la nature, avec une question: comment cohabitons-nous sur la planète Terre avec les océans? La question est au cœur à Lisbonne, au Portugal, d'un sommet mondial sur les océans. Ces écosystèmes particuliers, plus grands garde-manger protéiques de la Terre, sont malmenés. Quel est aujourd'hui l'état des océans sous les assauts anthropiques? William Tchoki nous offre ici une plongée dans le sujet. C'est une des merveilles de la nature, vaste étendue d'eau à l'infini. Le monstre, c'est comme cela que certains l'appellent. Il couvre plus de 70% de la planète. Il constitue notre principale source de vie. Les océans soutiennent la subsistance de l'humanité entière et de tous les autres organismes sur Terre. Les océans produisent au moins 50% de l'oxygène de la planète et abritent la majeure partie de la biodiversité terrestre. Les océans sont aussi la clé de notre économie. En effet, l'espace maritime est un moyen de circulation essentiel pour le commerce avec plus de 80% des flux de marchandises. Ces importants réservoirs de la biodiversité, ces régulateurs du climat sont malades de nos comportements inciviques. Ils ingurgitent par an plus de 8 millions de tonnes de déchets, des déchets plastiques en majorité. Une poubelle à ciel ouvert, une menace qui prend de l'ampleur de jour en jour. Les océans nous offrent d'énormes services écosystémiques. Ils méritent mieux de nous notre attention et notre protection. Merci William Tchoki. Justement, au lancement du sommet mondial sur les océans, le secrétaire général de l'ONU fait une adresse où il invite à une prise de conscience urgente pour sauver les océans. Écoutons ici un extrait du discours d'Antonio Guterres. Nous sommes confrontés à ce que j'appelle une urgence océanique. Nos océans lancent un SOS. Ils luttent, se réchauffent et s'acidifient. Les coraux meurent. Les écosystèmes côtiers tels que les mangroves, les herbiers marins et les zones humides se dégradent. La pêcherie s'épuise et l'océan s'étouffe sous les déchets plastiques. Il est temps d'arrêter de négliger la santé de nos océans. Ce n'est pas une décharge, ce n'est pas une source de pillage infini. C'est un écosystème fragile dont nous dépendons tous pour l'oxygène,
la régulation du climat et l'alimentation. Nous devons agir, nous devons nous concentrer sur les solutions et nous devons gérer durablement les ressources de l'océan pour le bien de l'humanité et la santé de la planète. Parlons à présent d'énergie à travers le 10e atelier thématique du réseau francophone des régulateurs de l'énergie. À l'ordre du jour, le renforcement des échanges transfrontaliers à travers une meilleure régulation de l'énergie sous-régionale. Lénaïk Agbazaou et Jules Akweikou nous clarifient ici les enjeux. Cotonou, carrefour des régulateurs de l'énergie dans l'espace francophone. Le temps de ces assises. Des assises placées sous le thème « L'intégration régionale et les échanges transfrontaliers ». Un enjeu essentiel pour l'accès à une électricité abordable et fiable pour nos concitoyens, le renforcement de la croissance économique régionale et celui de nos propres pays en vue d'un développement durable. Cette rencontre revêt une importance capitale pour le Bénin, qui depuis 2016 enregistre des performances remarquables dans le secteur de l'énergie. Le pays abrite par ailleurs le siège du système d'échange d'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest et son centre d'information et de communication. Mes vives félicitations pour cette belle initiative. Elle constitue en effet un cadre approprié pour partager les savoirs et les savoir-faire en croisant les expériences nationales et internationales en matière de régulation du secteur de l'énergie, un secteur, comme vous le savez, plus que stratégique et éminemment capitalistique, socle de développement socio-économique de tout pays. L'Union européenne est un partenaire privilégié du RegulaEFR, le réseau francophone des régulateurs de l'énergie. 3 axes d'intervention: apporter un soutien politique et institutionnel, renforcer la capacité de mise en œuvre, la diffusion d'expériences et de savoir-faire. Enfin, mettre en place des mécanismes financiers pour encourager l'investissement. La rencontre de Cotonou va permettre une meilleure opérationnalisation du marché régional de l'électricité. 4 jours durant, différentes communications vont alimenter les discussions de ce rendez-vous de partage d'informations et de bonnes pratiques. Des visites de sites sont également prévues. Et à la fin de la cérémonie de lancement de ces assises du réseau francophone des régulateurs de l'énergie, quelques experts s'étendent un peu plus au micro de Lénaïk Agbazaou et de Jules Akweikou sur l'importance de la rencontre et surtout sur le choix du Bénin. Le réseau Régulae, c'est un réseau de partage et d'échange d'expérience. C'est un réseau qui vise à enrichir de manière, je dirais, mutuelle les membres, qu'ils soient du Nord ou du Sud. C'est la 2e fois que le réseau vient à Cotonou et donc nous avons accepté avec grand plaisir l'invitation de notre hôte, le président Baguidi, puisque le réseau, si vous voulez, se réunit 2 fois par an. Donc c'est un réseau des régulateurs francophones. Le Bénin, comme vous l'avez entendu dans les introductions, est un peu au cœur de ces questions puisque vous abritez ici le centre, je dirais, de coordination de l'ensemble des réseaux. Et je dois dire, d'ailleurs, je suis venue il y a 3 ans, que je suis frappée, mais véritablement frappée par l'évolution qu'il y a eu ici sur les questions énergétiques au niveau du Bénin. Avec, comme je l'ai entendu, le développement de la production. Je pense que c'est des choses qui sera intéressant pour nous également de partager tout au long de cette session. Il faut que les opérateurs puissent fonctionner dans des conditions économiques qui rendent leur activité viable. Parce que des sociétés d'électricité viables, ça nous garantit un marché régional viable et durable. Si les sociétés d'électricité arrivent à entrer à travers le tarif, à obtenir un financement correct et durable de leurs activités, alors elles seront en mesure de participer au marché. On va parler à présent du gaz avec les membres de l'autorité du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, AGAO, en concertation avec le ministre de l'Énergie du Bénin, président en exercice de cette institution. Ils ont discuté avec Jean-Claude Oussou des performances de ce projet gazier régional, mais aussi du bon fonctionnement de l'organisation. Précision, Ezekiel Diako.
Échange avec les responsables du projet du gazoduc ouest-africain. Le ministre de l'Énergie a jugé utile cette audience pour s'informer sur l'état de fonctionnement de l'organisation qu'il préside depuis mars 2022. C'est l'occasion pour moi de m'enquérir un peu de la situation financière, de la gestion opérationnelle au quotidien de cette institution, puisque vous savez que le gaz est un intrant majeur dans la disponibilité de l'énergie électrique. J'ai demandé, dans le cadre de notre fonctionnement désormais, qu'un point mensuel soit adressé au président du Conseil des ministres, que je suis, tous les débuts du mois, sur les points saillants, sur ce qui s'est bien passé, pas bien passé, les difficultés, et voir en quoi je peux les soutenir à résoudre ces problèmes. Depuis que le Bénin a pris la tête donc, de cette institution depuis le mois de mars, pour la deuxième fois en 6 ans, nous devons tout faire pour améliorer ou augmenter l'efficacité de cette institution pour que le produit gaz important pour le développement socio-économique de nos pays à travers la disponibilité de l'énergie électrique soit là, soit disponible quand on veut et au meilleur coût. Les jalons sont donc posés. Chaque acteur principal de l'autorité du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest est fixé sur ses tâches. Le ministre de l'Énergie est bien engagé à conduire à bon port le dit projet. Politique, activité partisane avec la coordination communale de l'Union progressiste qui part au contact des militants du parti. Une tournée de remobilisation est engagée et pour cause des échéances arrivent. 2023 n'est plus loin. Les militants des 10 arrondissements de la commune de Banikoara sont remis en ordre de bataille. Ernest Etegou, Bertin Adimi pour les explications. Rencontre d'échange et surtout de définition de stratégie politique, la tournée de la coordination communale de l'Union progressiste dans les 10 arrondissements de Banikoara a été un moment de grande communion. Par-ci, il y a eu des réconciliations entre des militants. Par là, il y a eu de nouvelles adhésions. Et partout, les militants se sont engagés à véritablement travailler pour le rayonnement de l'Union progressiste dans la commune de Banikoara. En plus du renforcement de l'influence de l'Union progressiste, les leaders du parti dans la commune de Banikoara ont abordé d'autres sujets d'intérêt majeur avec leurs militants. Il a été également question à chaque étape d'échanger et d'expliquer aux militants les mesures prises par le président Patrice Talon pour maîtriser les effets de la cherté de la vie, surtout les actions à l'endroit du monde paysan. Nous leur avions également conseillé sur la nécessité de collaborer avec les différentes forces de défense et de sécurité, gage de tout développement, gage de toute activité politique dans notre chère commune Banikoara. Selon moi, la démarche là, c'est bon. Notre engagement, nous, c'est que nous allons lutter pour que à Banikoara ici, l'Union progressiste soit au-dessus. L'enracinement de l'Union progressiste à Banikoara, un vœu cher aux membres de la coordination communale du parti, déterminés à occuper le terrain plus que par le passé, et ce jusqu'aux législatives de janvier prochain. Et pendant que ces partisans s'apprêtent aux combats électoraux, d'autres s'activent pour la paix. Un sommet départemental des familles pour la paix, on va voir. Ce sommet, cette mobilisation dans le département du Koufo à Klekama. L'événement mobilise les préfets du Zou, du Mono et du Koufo autour des artisans de la paix de la Fédération pour la paix universelle. Mot d'ordre, célébrer les énergies et initiateurs d'actes de paix. Au bout, créer une émulation pour la cause. Écho, Patrick Ayadji, François Insou. L'hymne de la paix a retenti à Klekama pour rappeler aux filles et fils du Koufo les valeurs d'une denrée précieuse, la paix. La Fédération pour la paix universelle au Bénin multiplie ses actions sur le terrain pour faire passer le message. La Fédération pour la paix universelle et son réseau mondial d'ambassadeurs de paix mettent en œuvre des principes universels et spirituels pour résoudre les conflits
et réconcilier la famille humaine divisée. L'initiative prise par la Fédération pour la paix universelle, en partenariat bien sûr avec la Fédération Famille pour la paix mondiale et l'éducation, de concert bien entendu avec la préfecture d'Ablaboué, est à saluer au plus haut niveau. Oui, il n'est pas superflu de rappeler qu'en cette période, le monde entier souffre des conséquences néfastes des attaques terroristes dans nos communautés. Les frères et sœurs n'arrivent pas à s'entendre. Dans nos communautés, nous ne vivons pas un dialogue interreligieux. Regardez les menaces auxquelles nous sommes confrontés. Il convient de remercier tous ceux qui travaillent à consolider la paix. Construction de communautés pacifiques, d'interdépendance, de prospérité mutuelle, de valeurs universelles et le rôle de la famille, c'est le thème central qui a focalisé les attentions au cours de ce sommet de Clécamé. Des femmes enceintes gratifiées, des nouveau-nés baptisés à l'occasion de la fête de la vie, organisée vendredi dernier à l'église catholique Saint-Jean de Cotonou. On va en savoir un peu plus sur les raisons de cette fête avec le reportage de Patrick Diossou et Évariste Zomon. Première édition de la fête de la vie pour célébrer la maternité. Première preuve de cette maternité, la grossesse, dignement et élégamment portée par ces charmantes et élégantes femmes enceintes, en pleine forme et en uniforme. Autre uniforme, les dévots consacrés de l'Immaculée, DCI, un mouvement marial qui met sur le trône les filles et femmes enceintes qui prônent la vie en dépit de l'avortement voté comme loi. Nous, les dévots consacrés de l'Immaculée, à travers cette fête de la vie, voudrons rappeler à tous et à chacun combien aucune nation ni entreprise ne peut se développer sans ressources humaines. Si vous choisissez d'interrompre le processus qui produit les êtres humains, supprimez aussi les directions des ressources humaines de vos entreprises. Prôner la vie, thème central ici à l'église Saint-Jean-Baptiste de Cotonou. Dieu nous donne la vie, Dieu entretient la vie en nous et chaque jour, quand nous nous réveillons de notre lit, tous les jours, en cela sont jours de fête, parce que la vie est faite. Dans le temple, baptême de nouveau-nés et bénédiction des femmes enceintes hors du temple, accessoires de nouveau-nés et autres gratifications à 62 femmes bénéficiaires. À ce festin qui soutient la vie et décourage l'avortement, nous souhaitons que ça soit un exemple pour nos sœurs. Parce qu'on n'a pas les moyens pour entretenir la grossesse, on peut bénéficier de l'appui du ministère des Affaires sociales. Bravo aux dévots consacrés de l'Immaculée qui scandent « Faites la fête pour la vie ». C'est reçu cette fête de la grossesse qui n'est pas non plus une incitation à des élans débridés que prend fin ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à cette livraison de l'actualité. Bonsoir chez vous.